d'avoir répondu présent à notre invitation et particulièrement à nos partenaires qui vont vous exposer dans l'heure qui arrive effectivement l'offre qu'ils ont pu développer pour nos entreprises. Alors, juste un petit point sur la Cité de l'IA. Nous existons maintenant depuis 2 ans et nous avons pu développer un certain nombre d'accompagnements pour nos entreprises. On va vous les afficher à l'écran juste pour que vous ayez un peu une vision d'ensemble de ce dont vous pouvez éventuellement bénéficier. Alors aujourd'hui, on va parler accompagnement et c'est le dernier flot finalement de notre accompagnement pour les entreprises, c'est-à-dire ces 7 jours mis à disposition des entreprises qui souhaitent se lancer dans un projet IA, accompagnés effectivement par un certain nombre de cabinets, dont 3 aujourd'hui présents pour vous présenter plus précisément leur offre. Alors avant cet accompagnement, vous pouvez effectivement bénéficier d'autres sujets. L'information, on va commencer par là, parce qu'effectivement, quand on a lancé la Cité de l'IA, on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de décrypter ce qu'était l'intelligence artificielle, ce qu'on entendait finalement derrière un certain nombre de concepts. Et très régulièrement, à peu près une fois par mois, on vous propose des petits déjeuners, des webinars, des informations sur les réseaux sociaux dans notre newsletter. Il y a quelques jours, on faisait un petit déjeuner sur recrutement, la pénurie de main-d'œuvre, etc. et comment les outils IA pouvaient vous aider. On était une centaine. Voilà, on va bientôt en faire un sur la cybersécurité. Donc, très régulièrement, des rendez-vous comme ça, plutôt d'information. La brique d'après, j'allais dire, puisque finalement, notre accompagnement, il est bâti en progression d'entreprise sur le sujet, c'est la sensibilisation. Là, nous travaillons avec le cabinet Delaware qui vous propose d'intervenir sur un format de 4 heures en entreprise. Alors, avec les personnes que vous souhaitez, ça peut être un comité de direction, ça peut être les partenaires sociaux, ça peut être une équipe. Et finalement, aller là un petit peu plus précisément sur le sujet de l'IA et voir finalement ce que ça peut vous apporter. Parce que c'est vrai que parfois, on imagine mal, même si on sait que l'IA est indispensable et le sera de plus en plus, on a parfois du mal à se dire, mais comment moi je l'intègre très, très spécifiquement dans mon organisation. N'hésitez pas, il nous reste des sessions de sensibilisation. On est cofinancé par l'État et la région que je remercie, ce qui vous permet effectivement de profiter de cette sensibilisation à coût zéro. Voilà. Ensuite, Prospectivation, un petit peu là également une brique un peu supplémentaire, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table et on travaille. Là, on est en plus petit format, on est une dizaine autour d'ateliers, de work labs, des clubs experts qui vont prendre une thématique et c'est plutôt de l'échange et du partage entre pairs. Voilà, ça marche plutôt bien également. Et très régulièrement, on fait des sujets. Alors, ça peut être autour de la supply chain, ça peut être aussi autour de la relation client, de l'installation de véhicules en entreprise, etc. Des conférences également. Notre prochaine conférence, c'est le 22 mars. Je vous incite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. On a la chance de recevoir Enrique Lopez, qui est le directeur IA de Microsoft. On est déjà une petite centaine d'inscrits. Il reste de la place, donc n'hésitez pas. Voilà, le dernier accompagnement, c'est ce qui va nous occuper là pendant l'heure qui suit. On est là vraiment sur du développement de projet. On s'est pour ça entouré de cabinets qui sont présents et à qui je vais laisser la parole, que je remercie. Et n'hésitez pas à leur poser toutes les questions que vous souhaitez, parce que c'est l'occasion de profiter également de ces 7 jours d'accompagnement, cofinancés également par l'État. Et donc, ça vous permet aussi, là, pour le coup, d'accéder à ces accompagnements pour un tarif privilégié. Voilà, à l'écran, vous avez notre agenda. Là, j'ai déjà parlé de trois petites choses. Notre fameuse conférence du 22 mars, et puis des groupes de travail, des webinaires, des petits déjeuners, toute une série de choses. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont sur notre site iahdf.org. Nous sommes toutes à votre disposition, que ce soit Yolène à ma droite, Soéla en face qui s'occupe plus spécifiquement des accompagnements et des sensibilisations. Voilà, nous sommes à votre disposition. Merci encore de votre présence et je laisse la parole à notre premier intervenant, Iago. Voilà, je vous laisse la parole. Merci en tout cas. Ça marche. On vous laisse partager l'écran. Oui. Ça va, vous m'entendez là? Très bien. Oui. Voilà. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Faridor Faroudi. Je suis le fondateur d'un cabinet qui s'appelle Iago Technologies. Donc, il y a un cabinet de conseil qui accompagne les PME, PMI et les ETI
dans l'utilisation des nouvelles technologies avec une spécialisation dans l'intelligence artificielle. Donc c'est un cabinet que nous avons créé il y a 4 ans. On est basé sur la métropole lilloise et on est présent à Euratechnologies. On accompagne nos clients sur vraiment de bout en bout, du conseil stratégique auprès des dirigeants et de l'équipe de direction, et ensuite du conseil opérationnel pour accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie. Voilà, notre objectif quand on accompagne nos clients, c'est de les aider à accélérer leur transformation, et comme vous pouvez voir à l'écran, digital. Aujourd'hui, je représente aussi la société Brain Analytics, donc avec qui nous collaborons dans le cadre des accompagnements de la Cité de l'IA et dans les accompagnements que nous réalisons auprès des PME-PMI. Donc, Iago, on est une dizaine de personnes, des consultants, des experts, une bonne partie de l'équipe sur la data science et l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres compétences pour pouvoir adresser l'ensemble des sujets de manière un peu plus large, parce que l'intelligence artificielle se positionne aussi dans un ensemble de technologies digitales. Donc, on a aussi, ce que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran, une équipe, enfin 3 équipes dans le cadre de partenariats qu'on a pour, une fois que je dirais la partie conseil et orientation et le projet a été choisi, de pouvoir réaliser aussi les algorithmes ou les développements nécessaires pour pouvoir mettre en place les algorithmes ou la solution dans le cadre du système d'information de nos clients. Voilà ce que vous pouvez voir à gauche, mais je vais passer assez rapidement pour aller plus vers un cas concret que j'ai choisi ici. Notre vision de l'intelligence artificielle, très clairement, aujourd'hui, déjà l'intelligence artificielle, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre des objectifs, des enjeux de l'entreprise, des objectifs business. Et donc, ça reste un moyen. Donc, il faut d'abord travailler sur, je dirais, les enjeux de l'entreprise, ce qu'on voit un petit peu à gauche ici. Tous les services et toutes les activités de l'entreprise sont concernés. Voilà comment je commercialise mes services, mes produits, comment fonctionnent mes processus, est-ce que je peux automatiser des choses. Évidemment, le système d'information qui est un socle indispensable et qui doit permettre l'intégration de ces technologies-là. Le volet capital humain avec très clairement un focus sur la partie compétences. Alors, quand je parle de compétences, c'est pas compétences dans l'IA. Bien sûr, il y a ça, mais c'est toutes les compétences dans l'entreprise, puisque l'intelligence artificielle impacte tous les métiers dans l'entreprise. Et enfin, bien sûr, même l'organisation de l'entreprise à travers des changements qui peuvent être amenés par ces nouvelles technologies. Pour aller vers des choses concrètes, donc aujourd'hui, dans le cadre de plusieurs accompagnements qu'on a réalisés auprès de PME, PMI de la région, aujourd'hui, il y a 3 grands axes qui se dessinent en termes d'usage de l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir, on met aussi et du digital parce que des fois, ce sont des algorithmes, des fois, ce sont des outils de digitalisation. Mais globalement, sur l'intelligence artificielle, le premier axe, c'est tout ce qui concerne l'automatisation. L'automatisation des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, pour bien sûr dans le but de focaliser les équipes sur des choses à plus forte valeur ajoutée orientées business. Dans ce volet automatisation, il y a tout ce qui concerne la planification, optimisation de la planification, que ce soit dans la production ou dans tout un tas d'autres sujets, supply chain et autres. On a des sujets autour de moteurs de recherche intelligents. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de documents dans les entreprises, de plus en plus de data. Comment je fais pour rapidement pouvoir trouver les bonnes informations et les bons documents dans mes différentes bases de données. Et puis un dernier exemple qui est la génération automatique de documents, qui est aussi dans le sens de l'automatisation. Voilà
Je suis un cabinet d'experts comptables. Je fais régulièrement, je réalise des lettres de mission, etc. Bah, comment je peux faire pour automatiser une partie de la tâche? Donc c'est un exemple, évidemment, ça existe dans pas mal de domaines si on creuse. Deuxième axe, ça concerne tout ce qui est, je dirais, pour le dirigeant et son équipe, bah, lui amener les informations nécessaires bah, pour pouvoir l'aider à prendre des décisions éclairées. Bien sûr, des tableaux de bord. Bon, les tableaux de bord, il y en a dans les entreprises. Aujourd'hui, pour la plupart, ils analysent le passé et donnent une photo du présent. Là, l'idée des tableaux de bord intelligents, c'est de pouvoir travailler avec des algorithmes sur les datas pour pouvoir potentiellement prédire et recommander des choses. Contrôle et détection d'anomalies, hein, avec les algorithmes aujourd'hui, on peut, voilà, un exemple dans le contrôle d'informations sur les fiches de paie, etc. Ce sont des choses qui sont utilisées pour pouvoir détecter des anomalies. Et puis, dernier point, bien sûr, la data visualisation au sens interactif des choses. Comment je fais pour amener les bons tableaux de bord avec les bonnes informations en temps réel auprès des équipes opérationnelles. Et enfin, le troisième axe qui concerne le client, on appelle ça l'expérience client. Donc ça tourne autour du client. Donc très clairement, pas mal de sujets autour de la segmentation réalisée à l'aide de l'IA. Par exemple, pour pouvoir adapter l'offre ou une approche marketing et commerciale en fonction du segment de client. Évidemment, la segmentation du client existe déjà et dans beaucoup d'entreprises, ce travail est déjà fait entre guillemets manuellement. Mais ici, l'idée, c'est d'utiliser des algorithmes pour pouvoir aller plus loin et en utilisant des données un peu plus riches. Deuxième point, c'est la prospection ciblée par similarité, élément déclencheur. Je vais revenir là-dessus puisque ça va être le cas concret, le cas d'étude. Ensuite, des usages dans la recommandation de produits et services. Typiquement, ce qu'on peut vivre quand on va sur des sites e-commerce, de pouvoir rapidement pouvoir proposer des produits et des services adaptés en fonction de soit de nos achats, soit en fonction de notre profil. Et là, pareil, des moteurs de recherche intelligents, là, qui sont plutôt orientés clients. Voilà, j'ai vu une montre qui me plaît, je la prends en photo et en intégrant la photo dans le moteur de recherche du site, bah, j'arrive le site va me proposer, donc le moteur de recherche va me proposer des montres qui ressemblent à celle qui me plaît bien. Voilà rapidement. Ce que je vous propose, c'est de rentrer juste dans le détail d'un cas très concret qui concerne en fait l'approche commerciale et notamment la prospection. Et l'objectif, vous allez voir, c'est comment faire pour améliorer les performances de l'équipe commerciale, de vos équipes commerciales dans le cadre de prospection, ce qui est toujours un truc un peu compliqué. Donc, je vous propose de partager ce cas d'usage sur lequel on a déjà travaillé chez plusieurs clients dans la région. Donc voilà, l'intelligence artificielle pour une meilleure efficacité commerciale, euh, segmentation et prospection par similarité, avec une particularité qui vient complexifier le sujet, c'est qu'on est dans le domaine B2B. Et pourquoi ça complexifie? Parce que on a moins de données en fait. Et bon, vous savez que la donnée et la data, c'est la matière première pour, dans la plupart des cas, des algorithmes pour pouvoir exploiter des choses. Et évidemment, dans le cadre de B2B, bah, on sait qu'on a moins d'informations sur les clients ou sur l'environnement. Donc le contexte ici, c'est quoi? C'est de se dire, je suis dans une PME, PMI, j'ai pas de ce qu'on appelle de big data, des grandes bases de données, etc. Par contre, j'ai un système d'information, donc ERP, dans lequel j'ai de l'historique sur plusieurs années, sur les ventes, les transactions et les flux entre mon entreprise et mes clients. Et donc, est-ce que et comment je peux
utiliser ces données pour pouvoir faire une segmentation par des algorithmes, ce qu'on appelle clustering, qui sont des algorithmes qu'on appelle non supervisés et qui permettent en fait, à partir du moment où on leur donne un paquet de données, bah, de pouvoir réaliser des segments en fonction du nombre de segments qu'on veut avoir. Ensuite, à partir de cette segmentation, on va définir quels sont les segments qui nous intéressent. Par exemple, le premier segment avec des clients sur lesquels on aimerait bien en avoir plus, eh bien, on va prendre ce type de client pour pouvoir finalement aller chercher des prospects de notre segment idéal, en s'appuyant pour le coup sur des bases de données intelligentes qui, pareil, utilisent des algorithmes, mais là, pour le coup, qui sont des bases de données externes à l'entreprise. Donc, deux sources de données, les sources d'informations qui sont dans le système d'information de l'entreprise et l'autre partie à l'extérieur. Alors, comment on a fonctionné en fait dans ces cas? Bah, première chose, je l'ai dit, c'est prendre les données et à travers l'IA et en exploitant ces datas, pouvoir identifier mes segments prioritaires. Donc, voilà, je prends mes données, je peux les enrichir et à partir de là, je demande aux algorithmes de me créer 4 segments ou 5 segments de clients. Et à partir de là, bah, je vais prendre, par exemple, un segment prioritaire sur lequel j'aimerais avoir un développement plus important. Une fois qu'on a ce modèle de segment de clients, eh bien, on va pouvoir aller faire une recherche par similarité, c'est-à-dire là où on utilise des algorithmes qui vont aller taper dans une base de données externe, donc prospects, et trouver des prospects qui ressemblent à mes clients. Et donc là, on n'est pas sur des critères de chiffre d'affaires, de code NAF, code d'activité, etc. On est vraiment sur des algorithmes, donc ce sont des vecteurs un peu au niveau mathématique dans l'espace. Donc mon segment prioritaire est un vecteur défini dans l'espace et dans une base de données externe, eh bien, je vais pouvoir aller chercher les vecteurs qui sont proches de mon client idéal. Donc là, ça nous permet de faire un ciblage précis de prospects. Donc là, on a identifié les prospects qui nous intéressent, par exemple sur le marché français. Maintenant, pour aller vers de la prospection, ben, il faut que j'arrive à identifier les interlocuteurs clés. Donc là, c'est un travail plutôt manuel qu'on peut faire, je dirais, en mode brainstorming dans le cadre des équipes, etc. Et de se dire, bah, finalement, quelles sont les personnes que j'aimerais bien avoir en contact. Donc là, l'exemple, c'est le dirigeant de l'entreprise, responsable des achats, responsable de communication. Et en fonction de l'activité, bah, ça va être ce qu'on appelle des personas, donc des profils qu'on va identifier et qu'on va pouvoir suivre dans les étapes suivantes. Une fois qu'on a dit ça, vous savez, je pense comme moi que à un moment donné, c'est bien d'avoir les bons prospects, c'est bien d'avoir les bons interlocuteurs, mais si on veut conclure et aller sur des projets et faire des propositions et faire de sorte de signer des contrats avec ces prospects, bah, il faut être au bon moment, au bon endroit. Évidemment, je peux pas, à un moment donné, je peux faire des opérations d'emailing ou alors je peux faire de la prospection téléphonique pour aller contacter ces gens-là, mais si à cet instant-là, ils n'ont pas de besoin, bah, je vais consommer beaucoup d'énergie pour pas forcément un résultat très intéressant. Donc nous, ce qu'on a fait avec nos clients, c'est une démarche de se dire, finalement, quand un prospect cherche à changer de prestataire ou cherche un nouveau prestataire, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On appelle ça des événements déclencheurs. Et donc là, par exemple, ici, c'est dire, finalement, j'ai un fournisseur et pourquoi je changerais de fournisseur? Bah, soit j'ai un problème technique de qualité, soit j'ai un problème de livraison ou de délai avec mon fournisseur actuel, ou alors ça peut être aussi positif, c'est de dire bah, j'ai un nouveau produit à créer et dans ce cas-là, bah, tiens, je vais chercher
En général, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais voir les achats ou alors, aujourd'hui, de plus en plus, bah, ce qu'on voit ici à gauche, bah, je vais aller sur Google et puis je vais faire des recherches avec des mots-clés sur des entreprises qui sont capables de m'amener des choses. Donc ici, évidemment, bah, nous, en tant que société qui cherche à joindre ce prospect, évidemment, on n'est pas au courant qu'il est en train de faire des recherches sur le moteur de recherche. Par contre, on peut mener des actions, ce qu'on a mis ici en bas à gauche, de inbound marketing, c'est-à-dire de référencement dans les moteurs de recherche, pour pouvoir bah, être visible quand les prospects vont chercher tel ou tel mot-clé. Par exemple, ils cherchent un cabinet de conseil dans l'intelligence artificielle, eh bien, qui tombe sur Iago Technologies. Donc ça, c'est du référencement naturel ou référencement payant. Deuxième chose, deuxième levier, souvent on constate par exemple dans les entreprises, quand il y a un nouveau directeur qui arrive, quand il y a un nouvel actionnaire qui rentre dans le capital, quand il y a des changements d'organisation, eh bien il y a aussi une opportunité pour aller dans des projets. Et souvent, bah, un nouveau dirigeant va se dire, tiens, je vais faire un audit et je vais regarder, je vais remettre en cause les choses existantes. Et donc, c'est là où bah, on va pouvoir, donc, avec les solutions qu'on a implémentées chez les clients que nous avons accompagnés dans le cadre de cette approche-là, bah, de pouvoir mener des actions ciblées, c'est-à-dire grâce à des algorithmes et des bases de données intelligentes, on va être informé qu'il y a un nouveau directeur donc ce sont des bases de données qui vont être connectées à des réseaux sociaux, qui vont être connectées à d'autres bases open data, donc des bases de données ouvertes, et qui vont récupérer ces informations, qui vont les travailler et les synthétiser et de pouvoir nous les fournir. Donc, par exemple, tous les lundis matins, bah, je sais, j'ai la liste de toutes les entreprises dans lesquelles bah, il y a un nouveau dirigeant où il y a eu un changement dans le capital social. Donc là, je peux mener une action efficace et je peux contacter l'entreprise. Et là, je vais avoir un accueil, a priori, avec un plus gros pourcentage. Alors, tout ça, c'est clair, c'est de la technologie, c'est de la démarche. Il y a un aspect très, très important que vous voyez ici en bas à droite, c'est l'accompagnement au changement. Tout ça, ben, ça change les habitudes des équipes commerciales. Ça nécessite aussi peut-être un repositionnement, le recrutement de nouveaux profils, par exemple pour faire du référencement naturel, générer du contenu, utiliser tous ces outils pour pouvoir les faire vivre. Et parce que c'est pas du one shot, je mets ça en place et puis mon équipe travaille comme avant. Donc il y a un gros travail d'accompagnement des équipes et surtout les impliquer en amont dans ces sujets-là pour pouvoir bénéficier aussi de leur expérience et de viser juste dans les différentes décisions qui sont prises ici. Voilà, je termine là-dessus et vraiment en conclusion, c'est l'intelligence artificielle. Je reviens là-dessus quand vous regardez ce cas concret. L'intelligence artificielle, pardon, c'est un moyen pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, ce qui est proposé dans le cadre des missions qu'on réalise avec la Cité de l'IA pour les PME PMI de la région, c'est vraiment ça. C'est d'abord se dire, bah, j'ai une problématique au niveau commercial, et comment je l'adresse, et nous, on va vous aider en fait à peaufiner, à maturer pour pouvoir détecter quel levier d'IA pourrait être intéressant pour vous. Eh bien, un grand merci pour votre intervention. On verra s'il y a des questions peut-être à la fin. On va laisser la parole à PwC. C'est Guillaume qui prend la parole du coup. Oui. Je ne sais pas qui dans votre équipe, je ne sais plus. Oui, Hélène. Bonjour à tous. Je vais commencer, puis ensuite je laisse la main à Rudy. On est deux aujourd'hui. Parfait. Voilà, donc je vais peut-être prendre 2 minutes pour vous présenter PwC. Très bien. Et puis Rudy enchaînera sur la démarche qu'on propose dans le cadre de l'accompagnement. Et puis un exemple concret, effectivement, pour bien montrer comment on peut vous accompagner.
Donc, Rudy, tu prends la main? Ouais, vous voyez mon écran? Oui, Oui, alors moi je vois des choses un peu bizarres. Il s'agit de facturation, des choses comme ça. Je pense pas que ce soit ce que tu veux projeter. ce sont les comptes privés de PwC. Ouais, c'est ça. Hop là. Là, vous voyez mon Voilà, écran? voilà. Donc un premier slide un petit peu institutionnel. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent PwC, donc un réseau international. Vous connaissez certainement le métier d'origine, de base, si je peux dire, qui est le commissariat aux comptes, donc la certification des comptes. Mais on a aussi un cabinet d'avocats donc qui traite toutes les problématiques autour du juridique et du fiscal. Ça, c'est une deuxième activité importante pour nous. Et puis, depuis quand même plusieurs dizaines d'années maintenant, du conseil. Alors, du conseil en stratégie auprès des directions générales. Et puis, le gros des troupes, si je puis dire, est quand même autour des problématiques de conseil en management. Donc, si je fais simple, conseil aux directions, par exemple, financières, aux directions clients marketing, aux directions supply chain, aux directions ressources humaines. Donc, voilà, pour la mise en œuvre, si je peux dire, de la stratégie dans l'entreprise. Donc, effectivement, vous voyez quelques chiffres, on est très nombreux, hein, c'est aussi notre force, on accompagne beaucoup de clients sur des problématiques internationales. Et puis en France, on est 6000 collaborateurs, fait environ 1 milliard de chiffre d'affaires. Et puis, ce qui est tout à fait intéressant, et je pense qui est notre identité, c'est qu'on est très présent en région. On a 14 bureaux, donc c'est pas une organisation voilà, qui n'est pas présente en région, loin de là. Si Rudy, tu veux bien passer au slide suivant. En ce qui concerne la région Nord, donc on est présent depuis une quarantaine d'années, une bonne dizaine d'années sur les problématiques de conseil. On est 100 dans la région et parmi ces 100 personnes, une trentaine de personnes qui vous accompagnent sur les projets de transformation et notamment donc les projets de digitalisation et les projets autour de la data et de l'intelligence artificielle. Peut-être notre ADN, c'est effectivement de traiter avec vous les problématiques complexes. Donc c'est souvent un assemblage, si je peux dire, de différentes compétences. On peut faire intervenir des avocats, des experts métiers, fonctionnels, des acheteurs, des directeurs financiers. On fait intervenir les spécialistes techniques, IT, data. On peut faire aussi intervenir des expertises sectorielles au besoin quand on est plutôt agro-agri, plutôt retail, etc. Donc vraiment, nous, c'est notre cœur de métier de faire ces assemblages et de vous proposer des solutions, j'allais dire clés en main, intégrées. Et puis, peut-être, deuxième caractéristique également, c'est d'être en capacité de faire une feuille de route, d'être au niveau de la stratégie jusqu'à l'exécution. Et par exemple, pour la data, qu'est-ce que ça veut dire sur l'exécution? On prend, évidemment, on s'appuie sur des solutions du marché, mais on a une centaine de data scientists et de développeurs en France qui peuvent faire du cousu humain. Donc, on est assez naturellement présent auprès des grandes ETI de la région, et c'est ce qu'on a indiqué, mais pas seulement. On est très engagé auprès des pouvoirs publics et puis des acteurs économiques locaux sur des programmes comme la Cité de l'IA pour accompagner le développement des PME, PMI. On est présent, par exemple, auprès des chambres de commerce pour aider les PME, PMI, et puis auprès de régions, par exemple. Et si je peux vous donner une illustration, on fait pour la région Est, par exemple, des diagnostics dans les exploitations agricoles qui ont aussi à poser des feuilles de route digitales. Typiquement, on accompagne les exploitations agricoles pour établir des feuilles de route ensemble sur la transformation digitale. Donc, vous voyez, je pense qu'on nous voit assez clairement sur les grands acteurs, les grands groupes et les grandes ETI, mais on est aussi très présent sur le terrain, si je peux dire, auprès des PME, PMI. Voilà. Rudy, je te laisse la main. Merci, merci Guillaume. Donc bonjour à tous. Donc je suis Rudy Boudou, donc dans les équipes de Guillaume Olmy. Je suis basé à Lille et je suis responsable des activités de conseil en technologie sur toute la zone nord-est de PwC France, donc de Lille jusque Strasbourg. Et ce que je souhaitais aussi, donc ce qu'on souhaitait vous présenter en complément de ce qu'a présenté Guillaume, c'est finalement
par rapport au projet d'accompagnement justement des PME PMI dans la culturalisation à l'IA, en fait, la démarche qu'on vous propose et qu'on illustrera également au travers d'un cas très récent qu'on a fait en fait pour une entreprise de la région, notamment en fait sur le domaine de la computer vision. Je reviendrai dessus par la suite. L'objectif en fait de notre démarche, pour nous en fait, elle est assez simple. C'est que au travers en fait d'une démarche en 4 étapes que vous pouvez voir en fait là-dessous. Donc c'est-à-dire une prise de connaissance pardon de l'environnement, notamment au travers de l'organisation d'un certain nombre d'entretiens pour bien comprendre aujourd'hui en fait finalement votre entreprise, votre métier, les enjeux aussi de l'entreprise. L'idée en fait c'est de vous présenter en fait fort de ce constat des différents cas d'usage en fait qu'on aura identifié notamment au travers de notre réseau, un peu de vulgarisation, d'explication en fait sur ce qu'est l'IA, ce que sont également les prérequis. Parce que tout à l'heure, en fait, on en parlait, mais l'IA, entre guillemets, c'est un moyen, mais il y a quand même un certain nombre de prérequis, en fait, qu'il faut à un moment donné avoir atteint, notamment, en fait, la digitalisation des process, la structuration de la donnée, l'exploitation de la donnée, etc., etc. Donc, pas mal de choses, entre guillemets, justement, à identifier. Donc, l'idée, c'est qu'on vous propose en fait un certain nombre de cas d'usage, qu'on identifie en fait la valeur ajoutée, qu'on identifie les prérequis, les potentiels freins, pour ensuite pouvoir mettre tout ça entre guillemets dans une feuille de route qui sera entre guillemets à réaliser par la suite. Fonction aussi des différents besoins, des cas d'usage en fait qui auraient été identifiés, on pourra aussi en faire ce qu'on appelle faire du prototypage. On l'a fait en fait pour un certain nombre de clients. Donc c'est pour, entre guillemets, valider que l'intelligence artificielle puisse à un moment donné répondre à certains des enjeux qui auraient été identifiés en atelier, sur peut-être un ou deux cas précis, faire une maquette, faire un prototype sur la base d'un outil standard du marché, ou alors en fait sur la base justement de développement qui sont faits par nos data scientists. Un petit cas d'usage en fait pour s'assurer, entre guillemets, se rassurer sur le fait que l'IA puisse répondre en fait à vos différents enjeux. Et par la suite, donc la finalité, comme je l'avais dit, en fait, c'est l'élaboration d'une feuille de route, c'est l'élaboration aussi d'un business case, donc évaluation des coûts versus les gains potentiels que peut apporter l'IA pour ensuite tout simplement pouvoir avancer en fait sur la mise en œuvre de tout ce qui aura été présenté. D'un point de vue en fait domaine fonctionnel, par rapport aujourd'hui aux effectifs en fait que nous avons, on va plutôt se situer en fait sur les fonctions back office aujourd'hui. Donc à savoir en fait les achats, à savoir les ventes, mais plutôt ventes, on va dire dans le process order to cash, donc process plutôt back office, la finance aussi, et tout ce qui va être supply chain. On fait également aussi un petit peu de production, notamment on vous présentera en fait tout à l'heure, mais c'est plutôt en fait sur ce périmètre fonctionnel, ce segment-là, en fait, qu'on se positionnera pour pouvoir vous accompagner, en fait, sur justement l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos feuilles de route de transformation et identifier la valeur ajoutée, en fait, que celle-ci peut apporter. Ce que je vous propose peut-être par la suite, c'est de passer en fait à un cas concret qu'on a délivré donc il y a à peu près un mois et demi pour une entreprise du Nord. Donc si ça vous dérange pas en fait le retour d'expérience qu'on vous partagera donc est assez anonyme entre guillemets. Donc je vous expliquerai en fait dans les grands principes ce qu'on a fait, mais par contre je pourrais pas rentrer dans énormément de détails, notamment en fait sur le procédé industriel en fait qui a été utilisé justement pour pouvoir faire ce cas d'usage. Donc en fait, c'est une entreprise, si vous voulez, qui est spécialisée, on va dire, dans la production en fait d'impression en masse, en fait, notamment avec des systèmes sécurisés associés. Cette entreprise-là se posait la question en fait de la mise en place d'une computer vision, donc qui est en fait un assemblage, on va dire hardware et software en fait, d'une caméra couplée, on va dire, à un serveur couplé à un logiciel pour pouvoir en gros analyser et détecter des anomalies de production. En gros, donc se poser la question de savoir si oui ou non il fallait mettre un système de computer vision et si oui ou non en fait l'intelligence artificielle pouvait aider notamment à fiabiliser justement toute cette partie de contrôle industriel. Donc le problème a été posé et du coup c'est un accompagnement qu'on a fait à peu près une dizaine de jours pour que vous puissiez aussi en fait vous rendre compte de la dimension de ce type de projet pardon. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est ni plus ni moins que l'application opérationnelle de la démarche en fait que je vous présentais pardon au préalable.
Dans un premier temps, on a organisé en fait un certain nombre d'entretiens, on a organisé également des visites, notamment sur la chaîne de production, pour bien comprendre les spécificités finalement du métier et également les problématiques qui pouvaient être rencontrées. Par exemple, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les contrôles qualité étaient faits offline, donc c'est-à-dire arrêt de la chaîne de production, contrôle manuel en fait par des opérateurs pour faire un contrôle en fait sur un échantillon donné, puis ensuite remise en activité en fait de la chaîne de production. Ce qui était forcément assez chronophage, on va dire, et également ce qui pouvait avoir un coût, parce que quand on arrête une chaîne de production, bah forcément il y a des impacts financiers derrière, et du coup le client se posait la question de savoir si il était possible de pouvoir faire des contrôles qualité en ligne, sans arrêt en fait de la ligne de production, avec également on va dire des conditions qui étaient assez spécifiques, notamment des conditions d'éclairage qui pouvaient varier. On avait aussi en fait des grosses problématiques de rétroéclairage pour faire les contrôles qualité qui faisaient en fait que les images en gros pouvaient être d'une assez difficile à lire en fait dans certaines conditions de luminosité. Et donc en fait quand on a commencé finalement à évoquer tous ces différents cas et quand le client nous a aussi expliqué ce qui avait été testé au préalable, notamment des systèmes de computer vision, on va dire sans intelligence artificielle, mais plutôt on va dire avec des algorithmes linéaires, ben, en gros, on s'est rendu compte que l'IA pouvait être une possibilité pour pouvoir en fait fiabiliser et prendre en considération tous ces différents facteurs qui sont pas 100% maîtrisés aujourd'hui pour pouvoir fiabiliser la computer vision. Et du coup, fort de ça, donc ce qu'on a fait, c'est que on a demandé un certain nombre d'échantillons représentatifs pour pouvoir, voilà, on va dire analyser le sujet. Donc, c'est-à-dire identification en fait de cas nominaux, identification en fait de cas erronés, de cas en fait également, on va dire à la croisée des chemins pour nécessitant peut-être une intervention humaine pour validation ou pas de ce que propose en fait le système de computer vision. Et ensuite, on a fait un prototype en utilisant en fait des outils du marché, donc notamment des outils en fait qui s'appellent Clarify et Lob, pour pouvoir entre guillemets tester le processus de machine learning pour voir en fait si le machine learning pouvait répondre à ces enjeux. Donc là en fait on est rentré un petit peu comme entre guillemets un écolier pour apprendre sa leçon. Donc on a injecté en fait un certain nombre de données dans le système de machine learning pour on va dire construire un algorithme qui permet potentiellement de détecter les erreurs et ensuite on a bien sûr testé si ça fonctionnait au travers de cas faciles et ensuite on a testé en mode offline mais avec des cas un peu plus complexes pardon, pour savoir si l'IA arrivait à détecter les anomalies. Et du coup, la réponse a été oui. Donc c'est-à-dire qu'au travers de ce prototype entre guillemets, on s'est bien rendu compte en fait que le machine learning pouvait répondre à cette problématique. Donc une fois qu'on a validé en fait ce cas d'usage, après, ce qu'on a fait, on est rentré dans une seconde phase, en gros, de benchmark de solutions et d'appel d'offres. Donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est que, au travers de notre réseau, on a identifié en fait un certain nombre de technologies de computer vision, hardware plus software, qui pouvaient en fait répondre, on va dire, aux enjeux. On a accompagné le client à l'élaboration en fait d'un cahier des charges en identifiant ce qu'on appelle les facteurs discriminants. Donc, c'est-à-dire que si on a un cahier des charges, par exemple, qui est beaucoup trop générique, entre guillemets, bah forcément, toutes les solutions du marché vont dire qu'elles savent répondre finalement aux problématiques. On est descendu dans un niveau de détail un peu plus bas, identifier vraiment des facteurs discriminants qui font que, in fine, à la fin de la consultation, on arrive clairement à identifier quelle technologie peut faire de la computer vision dans le contexte du client versus celles qui ne peuvent pas le faire. Donc, on les accompagnait en fait dans l'élaboration de ce cahier des charges. On les a également accompagnés en fait durant la phase de consultation des différentes solutions du marché. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a analysé en fait les différentes solutions proposées. On a formulé en fait une recommandation et on les a aidés à construire la feuille de route qui allait par la suite, on va dire, déclencher d'un point de vue opérationnel en fait la mise en œuvre du computer vision, de la computer vision agrémentée d'intelligence artificielle dans leur feuille de route et la mise en place en fait sur la ligne de production. Donc les conclusions en fait de cette étude, c'était de dire oui, ça fonctionne, oui, il y a des technologies du marché en fait qui peuvent permettre de répondre à votre besoin. Par rapport à finalement ce qu'on a identifié, il va y avoir besoin en fait d'avoir ce qu'on appelle une phase de proof of concept, donc c'est-à-dire en fait des prototypes beaucoup plus avancés, probablement en ligne avec les éditeurs de solutions qui ont été shortlistés pour entre guillemets se rassurer à 100% que
compte tenu des caractéristiques spécifiques du client, et la solution en fait qui va être retenue fonctionne bien et que derrière elle va pouvoir être généralisée finalement au sein du réseau d'entreprise et de chaîne de production en fait de notre client. Donc ça a été, je pense, vraiment un cas très intéressant pour eux, parce qu'in fine, ça s'est quand même matérialisé en fait avec du tangible, et ça les a aussi permis, entre guillemets, de monter en compétence sur ces problématiques qui peuvent sembler parfois un peu nouvelles et parfois un peu abstraites en fait pour un certain nombre de nos clients. Et donc, je pense qu'à l'issue de ça, au-delà d'une feuille de route, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience en fait sur le fait que l'intelligence artificielle pouvait aider justement pour fiabiliser, optimiser un certain nombre de choses, et notamment en fait réaliser des tâches à faible valeur ajoutée. Et ça, je pense que du coup, ça a été un élément voilà qui a été souligné par le client. Et là, à l'heure où je vous parle, donc notre client est en train de réaliser justement ces proof of concept pour par la suite généraliser cette technologie en fait au sein de tous ces sites de production. Voilà. Merci Rudy. Merci Rudy. Guillaume, tu vas ajouter un mot? Ah non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci à tous. Et puis à votre disposition avec Rudy pour vous en dire plus s'il fallait après la réunion et vous accompagner. Oui, on n'hésitera pas hein, à vous donner les différents interlocuteurs. De toute façon, c'est Soela hein, chez nous, je le répète, qui s'occupe de ça, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On a, hein, depuis le début de la création de la Cité de l'IA, accompagné une vingtaine d'entreprises hein, sur des sujets comme viennent d'évoquer PwC et Yago, avec toujours finalement satisfaction des clients en disant finalement on pensait pas que c'était possible pour nous, puis une fois qu'on y est, on y est, et puis les bénéfices sont là. Donc on est plutôt content. Dernière intervention, Vekia, sur la supply chain. Merci beaucoup. C'est Fabien, c'est ça. C'est Fabien, exactement. Hop. Un instant. Ok, vous voyez bien mon écran, c'est ok. C'est parfait. Super. Alors donc Fabien Fussard, moi je suis en charge en fait de toute la partie Customer Success chez nos clients. Donc j'ai en charge toute la partie relation client, également toute la partie des partenariats. Alors, VK, très rapidement, pour refaire un petit peu une sorte d'histoire, hein, ça a été créé en 2009 par Manuel Davy, qui est notre CEO, qu'une partie d'entre vous connaissent déjà, hein, qui est un docteur en machine learning, précurseur sur cette technologie-là, avec une première vie en fait, hein, qui était dans la partie justement très conseil, autour de la partie ML et la partie IA, accompagnement des codir. Bon, c'est vrai qu'en 2009, le sujet était un peu plus, on va dire, jeune qu'aujourd'hui, hein, même si on continue d'évangéliser évidemment les comités de direction sur ce type de technologie. Mais clairement, en fait, il y avait une forme de frustration chez Emmanuel et chez ses associés, avec justement cette volonté de pouvoir avoir un impact plus fort. Et clairement, dans la remontée des informations qui leur étaient faites, la partie software et la capacité justement à pouvoir faire des prévisions et de l'automatisation de réapprovisionnement devenait, comment dire, un sujet clé. Raison pour laquelle finalement VK a entamé une deuxième vie dans une technologie on-premise à l'époque, hein, sur base Oracle et sur différents types de technologies de développement, pour justement proposer une solution, notamment dans le monde du retail. Hein. Vous savez qu'on est basé dans le nord, donc ce secteur d'activité est très présent évidemment dans notre région. Et en 2017, en fait, le choix est fait de finalement lancer une troisième vie à Vekia, dans le sens où la partie cloud qui monte en puissance, qui continue de monter en puissance, devenait indispensable pour Vekia. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous faites des prévisions, vous faites des probabilités, quand vous faites également de l'automatisation ou des propositions de réapprovisionnement pour des entrepôts, pour des usines, pour des magasins, des agences, que sais-je, pour différents échelons, vous avez besoin de puissance de calcul. Et comme vous vous en doutez, on ne peut pas demander à nos clients, à nos prospects, quelle que soit leur taille, hein, ETI, PME, PMI ou même grands groupes, de pouvoir monter des infrastructures de serveurs pour faire du calcul. Alors, généralement, ce n'est pas forcément facile, évidemment, pour elles, quelle que soit leur taille. Alors, je le répète, quelle que soit leur taille. Donc, raison pour laquelle, évidemment, le fait d'avoir une plateforme cloud où on a une forme une capacité de calcul infini, forcément, c'était un élément extrêmement important. Et on est dans ce trend-là, hein, chez VK dans notre histoire, avec également non seulement la capacité à pouvoir, pour nos clients, utiliser nos propres interfaces, mais également finalement à utiliser VK dans son côté usine de transformation de data grâce au machine learning, grâce à l'IA,
pour, à un moment donné, continuer d'utiliser ses propres outils, mais en ayant par contre de meilleures prévisions et en ayant de meilleures propositions de réapprovisionnement de son stock. Donc dans l'écosystème, bon, on est une équipe évidemment d'experts, à la fois supply chain et de très tech, hein, très IA, hein, c'est vraiment, notre orientation. On fait partie en fait, d'un écosystème évidemment, classique, hein, de ce que peut être une entreprise de technologie, en France avec, la French Tech, également avec la Cité de l'IA par exemple. Et on travaille également avec un système un partenariat finalement avec des intégrateurs, des sociétés de conseil comme Bain, comme IBM, comme iBuilders. J'ai pas mis PwC, mais on a aussi des relations justement quand ils cherchent des solutions experts sur les sujets supply chain. Juste pour vous donner un ordre d'idée hein, par rapport à VK, quand je vous disais que la partie cloud était vraiment importante pour nous, hein, c'est 150 milliards de décisions de gestion de stock qui ont été réalisées. C'est plus de 100 milliards en fait en termes de valeur qui sont également passés par VK. Et c'est surtout, et là je pense que vous comprenez à quel point c'était hyper important pour nous d'avoir cette troisième phase et cette partie cloud, c'est 7 800 milliards de calculs de prévision par an. Pour tous nos clients, on fait 7 800 milliards de calculs par an et tous les jours, on intègre également plus de 11 millions de lignes de leurs différents ERP, etc. Les résultats, ils sont sans appel. Hein, quand on fait appel à une société telle que VK, qui est justement dans cette génération d'outils d'optimisation des prévisions et de la supply chain hein, sur son organisation, des diminutions de stock de sécurité absolument hyper importants, hein, entre de moins 20 à moins 30%, de moins de 10% de stock, une automatisation à plus de 93%, également une augmentation de la disponibilité des produits et des ventes. Encore une fois, c'est logique, hein, il n'y a pas de magie derrière ça. Les humains, en fait, à chaque échelon, en fait, ils font des stocks de sécurité dans leurs ERP pour pouvoir également garantir finalement psychologiquement quelque part un taux de service et disponibilité pour leurs collègues, pour leurs clients. Mais ils le font évidemment au niveau régional, au niveau départemental, au niveau national, voire international. Et en fait, quand on ajoute tous ces stocks de sécurité, c'est évidemment beaucoup d'argent immobilisé pour l'entreprise au niveau de son BFR. Alors que finalement, on ne peut pas leur en vouloir en tant qu'humain, évidemment, s'ils font ces choix-là, c'est pas parce qu'il y a un choix de vouloir faire du surstock et de consommer du PFR dans l'entreprise, hein, ça marche évidemment pas comme ça. C'est juste que par rapport aux informations qu'ils peuvent traiter en tant qu'humains, à un moment donné, ils ne peuvent pas prendre de décision haute. Ils n'ont pas forcément une vision au-dessus d'eux. Ils n'ont pas une vision également d'en dessous. Comment prendre de bonnes décisions pour arbitrer? C'est là où justement VK intervient sur cette partie IA, cette partie machine learning. C'est en prenant en compte toutes ces complexités qui existent dans la supply chain. Et je pense que pour tous ceux qui interviennent dedans, vous savez que c'est un univers qui est extrêmement complexe avec énormément de data. On va réussir à les prendre en charge et on va faire en sorte que justement d'avoir de meilleures décisions pour aider l'humain à ce qu'il soit, comment dire, plus performant et qu'il soit dans une situation de succès et pas de souffrance, en effet, en ayant à traiter des informations qu'il ne peut pas faire. Alors, dans les exemples hein, de cas d'usage, c'est pas une liste exhaustive. Hein, encore une fois, je vous invite plutôt, vous aurez mes coordonnées et puis la Cité d'IA pourra également vous les communiquer. Mais évidemment, sur les prévisions, sur la partie probabiliste, avec la partie machine learning, la partie IA, toute la partie gestion des historiques, hein, toutes ces technologies de machine learning permet en effet de ne pas corriger le passé systématiquement pour que le présent soit cohérent et que le futur soit probable. On va prendre en compte justement le passé, on va l'étudier, on va le caractériser pour qu'à un moment donné, les algorithmes soient capables de réaction et de pouvoir réagir sur justement ce qui se passe dans le présent pour être plus performant. Toute la partie des propositions de commandes, l'optimisation des camions en multi-périodes, la gestion des promotions, de la pénurie, hein, un sujet qui est un petit peu d'actualité malheureusement. Aujourd'hui, généralement, dans les organisations, quand vous avez une pénurie, ben, finalement, vous allez avoir une sorte d'approche très FIFO hein, pour le coup. Et encore une fois, si on se remet à la place des gens qui sont en charge de l'approvisionnement ou évidemment dans la partie des gestion des stocks au niveau des magasins, par exemple, ou d'agences ou d'usines, on ne peut pas leur en vouloir à un moment donné de prendre leur appel, de recevoir un appel et de réapprovisionner ou de recevoir une demande. Sauf que finalement, quand on regarde dans le passé, quand on regarde en fait des informations, comment dire, à un état beaucoup plus important, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit tout simplement que ce n'est peut-être pas, je ne sais pas, Deauville, ce n'est peut-être
peut-être pas Lille qu'il faut servir en premier, ou c'est peut-être pas Nice qu'il faut servir en premier, mais c'est d'abord Grenoble, c'est d'abord Nantes, et en dernier, ça sera Paris. D'accord? Et ça, ce sont des algorithmes qui peuvent à un moment donné prendre ces meilleures décisions d'allocation. Et encore une fois, c'est normal. Si on se met à la place d'un humain qui est avec son téléphone, qui est avec son email et son ERP, prendre ce type de décision d'arbitrage, c'est compliqué. Toute la partie de paramétrage de l'approvisionnement, j'en ai parlé. Le suivi des KPI, c'est vrai que tout à l'heure, Yago en a également parlé, hein, le PwC aussi. Il est clair qu'on a cette capacité à pouvoir également faire en sorte que ces data parlent. Il y a énormément d'informations, mais il faut qu'elles aient un sens et il faut qu'elles puissent parler. Donc ça, c'est évidemment tout notre travail pour qu'à un moment donné, les gens qui sont en charge de la pro, de la gestion des stocks, même les directions finances, etc., elles puissent pointer directement leur attention sur là où c'est important, là où il y a un risque de pénurie, là où il y a une situation, comment dire, de fournisseur d'abord à appeler, etc., etc., etc. On contribue également au processus Sales and Operation, hein, toute la partie finalement qui va permettre à l'entreprise de s'aligner dans son organisation pour le futur. Évidemment, on fait de meilleures prévisions, on a une meilleure gestion des stocks, donc la partie finalement sur laquelle les interlocuteurs au niveau du commerce, des opérations, de la supply chain, de la logistique, des achats, marketing vont pouvoir également travailler, ce sont sur des données qui sont beaucoup plus fiables et qui seront directement à la maille la plus fine, hein. Une des particularités, c'est la raison pour laquelle il y a autant de calculs chez Vecchia, c'est qu'en fait on va calculer à chaque fois le positionnement en fait du produit dans sa zone de stockage ou sa zone d'entreposage. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important également, toute la partie partage, prévision aux fournisseurs, évidemment. Et j'en passe. Dans les principes d'intégration, je pense que vous l'avez entendu tout à l'heure avec Fariboards. Clairement, évidemment, on va prendre en compte tout votre système d'information, hein, toutes les données qui existent dans votre ERP, toutes les données qui existent également dans vos CRM, toutes les informations qui existent, même dans des fichiers Excel. Alors, je le dis parce que on le sait, je pense que ce soit du côté de Yago et de PwC, hein, je pense que Excel reste un des ERP les plus utilisés. Enfin, un ERP, évidemment, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, un outil qui est toujours présent dans les organisations. On va également être capable de prendre en charge ces types d'informations. On va également être capable de prendre des données justement exogènes, ce dont parlait tout à l'heure Fariboards, avec justement des bases de données qui peuvent être extérieures, des bases de données intelligentes. Nous, on va faire pareil, d'accord? Parce que l'IA a besoin de pouvoir être enrichi non seulement des informations que vous avez en votre possession, mais potentiellement de données externes, hein. Il y a tout un travail au niveau du machine learning qui permet de voir si des données externes n'ont pas un poids supplémentaire de corrélation, hein, une efficacité finalement supplémentaire. C'est pas tout le temps vrai, hein. Parfois, à un moment donné, on va nous poser la question de savoir est-ce que vous prenez en compte la Saint-Valentin, etc. J'ai envie de dire, si l'entreprise a fait la Saint-Valentin depuis sa création, de toutes les façons, ils sont déjà dans ces chiffres, hein. Donc, s'il n'y a pas une opération spéciale, il n'y a pas de sens à remettre entre guillemets le 14 février. Il est déjà dans les données. Donc, il y a tout un travail qui est réalisé là-dessus. Donc, notre première étape avec notre solution, elle passe justement sur cette intégration des données. Et c'est là-dessus d'ailleurs, c'est une partie de l'accompagnement qu'on réalise à côté du BVA. J'y reviendrai juste après, hein, pour la cité de l'IA. On va regarder un petit peu vos données, on va regarder la qualité. Une des forces de Vecchia, c'est d'avoir investi énormément sur cette partie qualité des données. Donc, on ne vous impose pas, par exemple, un data model, hein. On ne commence pas avec, on vous remet un papier, puis à un moment donné, tant que votre DSI n'a pas rentré les données dans notre solution, on attend. Non, pas du tout. On va prendre l'existant. Je vous le disais tout à l'heure, on va même prendre des fichiers Excel. Ensuite, on va les traiter, ces données. Donc, on va les mettre dans nos algorithmes, hein, dans toute notre framework d'algorithmes pour les prévisions et les propositions de commandes. Et ensuite, on va les exporter. Et là, encore une fois, on s'adapte à votre organisation, parce que le but du jeu, c'est d'avoir le bénéfice de ce type de technologie, mais sans forcément, à un moment donné, de tout repeindre du sol au plafond, même si ça a été évoqué tout à l'heure par Rudy et aussi par Fariboards et par Guillaume. Oui, il y a des impacts, évidemment, quand je change de technologie, vous le savez, on ne va pas vous en faire l'affront. Évidemment, il y a des impacts. Mais en tout cas, on va essayer de le minimiser pour qu'une partie, comment dire, des utilisateurs, ils soient vraiment dans une situation où ce soit assez neutre pour eux. Ils vont continuer d'utiliser Oracle, ils vont peut-être continuer d'utiliser leur SAP, leur Infor, leur Dynamics, enfin que sais-je, toutes les solutions qui peuvent exister, les solutions maison. Donc ils vont continuer finalement de recevoir des propositions de commandes. Par contre, c'est Vecchia qui les aura calculées et ce sera des propositions de commandes qui pourront évidemment aussi automatiser. Ou alors, évidemment, ce choix d'avoir également, si vous souhaitez, vous n'êtes pas content de votre ERP, donc c'est peut-être quelque chose que vous pourrez détecter justement dans son business case Fariboards avec cette solution. Vous n'êtes pas content de votre ERP, sachez également qu'évidemment Vecchia, c'est non seulement de la partie calcul et de la performance, mais c'est aussi des interfaces. Donc on peut aussi utilement changer une partie de ces fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagnement, pour la cité de l'IA? Il y a une première chose qu'on va faire, c'est un BVA.
avec vous, un Business Value Assessment. C'est 10 questions et une interview avec une partie de votre comité de direction qui va permettre en fait de voir si oui ou non, parce que peut-être pas, d'accord? Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Si oui ou non, il y a un intérêt à un moment donné à utiliser une solution technologique telle que VECA pour votre supply chain. Et en fait, par rapport aux KPI qu'on vous pose dans ces questions-là, on va être capable en fait d'identifier, comment dire, l'automatisation, le temps OTP que vous allez pouvoir gagner, le coût du capital engagé, le coût du stock, sa diminution et donc son optimisation, et l'augmentation de la disponibilité et des ventes quand vous êtes en situation de vente de produits. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'il y a un retour sur investissement sur plusieurs années qui peut être vraiment très significatif, et Dieu sait que ça peut être significatif parce que le monde de la supply chain est par rapport, on va dire, au sujet IA et machine learning en général, et je vais pas dire en retard parce qu'il faut pas, faut certainement, ça serait certainement grossir le trait, mais en tout cas n'est pas en avance. C'est normal du fait de l'impact et de la complexité finalement de ce type de processus au sein d'une organisation. Mais en tout cas, il y a vraiment des gains absolument sensibles à aller chercher. On va partir en mode production, en mode A/B testing. Alors nous, on fait pas de proof of concept dans le sens au moment donné. Ce qui est important pour un décideur, surtout quand il va prendre à un moment donné des éléments de prise de décision, par rapport à cette supply chain, c'est de voir en production qu'est-ce qui va se passer, quoi. Quel est vraiment l'impact. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait chez VECA? En fait, on va tout simplement mettre pour une partie du scope des références, des agences, des magasins, des usines, des entrepôts, etc., une partie, comment dire, chez VECA, et puis l'entreprise va continuer de travailler avec sa propre organisation en parallèle. Et ça, c'est de l'A/B testing, hein, donc on va pouvoir comparer en fait au niveau des décideurs les résultats avec VECA et les résultats qui sont hors VECA. Bon, 100% des gens qui ont fait de l'A/B testing avec nous, ils sont évidemment avec VECA. De toutes les façons, encore une fois, je le disais avant, il y a une première étape qui est la partie BVA qui donne finalement des éléments de tendance au niveau du retour sur investissement. C'est un outil qu'on a pu vérifier par rapport à nos propres clients qu'on avait comment dire, déployé avant même qu'on ait cet outil-là qui soit mis en place. On a plus de 80% d'alignement par rapport au gain. Donc on est vraiment en confiance sur la question. D'un point de vue plus général, hein, si je reprends un petit peu une vision peut-être un tout petit peu plus haute par rapport à VECA en général, il y a toute une partie en effet qui va de la configuration des données, hein, des algorithmes, j'en ai parlé tout à l'heure, une phase de setup hein, qui va pouvoir durer entre 2 4 mois, ça dépend encore une fois du niveau de maturité, une phase d'observation en A/B testing, encore une fois ça dépend, là en ce moment on travaille avec un retailer qui s'approvisionne en Asie plutôt, donc qui s'approvisionne plutôt 2 fois en fait en Asie par an, on va dire une collection printemps-été, comme vous imaginez, printemps-été, et une collection automne-hiver. Il y a un énorme entrepôt dans la région parisienne. Donc évidemment, si on prend que 3 mois d'observation, ça n'a pas de sens. Après, une entreprise qui est beaucoup plus, qui a une supply chain ou une production, une délivrabilité qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus fréquente avec ses clients, autant à un moment donné le réduire. Et juste, je le précise aussi parce que c'est rare dans le monde du software, mais on a également une offre qui est sans engagement. D'accord? Vous arrêtez quand vous voulez. Bon, après, on va pas se mentir, à partir du moment où vous avez commencé à utiliser VK, c'est peut-être plus compliqué évidemment d'arrêter. Donc voilà ce que je voulais vous présenter au nom de VECA. Donc c'est simple, hein, la première étape pour se lancer, évidemment, c'est de nous contacter. Alors, vous pouvez aller sur notre site internet ou directement utiliser mes coordonnées. La première chose qu'on fera ensemble, c'est de discuter là où vous en êtes, ce que vous avez comme type d'outils, vos data, vraiment quels sont vos points comment dire, les plus pénibles par rapport au business case que nous sommes capables de pouvoir adresser chez VECA. On fera un BVA ensuite, c'est sans engagement. Et ensuite, on regardera justement avec la Cité de l'IA par rapport à ce qui est offert pour vous aider à justement monter en place ce pilote et faire en sorte que vous soyez encore plus efficace avec une société nordiste. Merci beaucoup. Merci Fabien, merci à tous les trois parce que 10h03, là je pense qu'on est quand même bon en termes d'horaire et de respect. Alors 3 interventions différentes mais sur des points effectivement, j'espère qu'ils auront pu vous interpeller. L'importance de la data, vous l'avez compris, c'est la première étape hein, finalement. Et puis plein de sujets à prendre dans les entreprises. La supply chain, on l'a vu avec la crise Covid, hein, à quel point effectivement il y avait eu des ruptures d'approvisionnement, etc., et que le sujet il était brûlant, mais aussi sur tous les autres sujets, fonction support de l'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas, j'ai pas vu forcément de questions dans le chat. Si vous en avez là maintenant, allez-y, n'hésitez pas.
Je vous rappelle que c'est un accompagnement de 7 jours, cofinancé par l'État, donc il reste à votre charge un coût de 4 200 €. Si vous êtes intéressé, c'est encore une fois Sohéla qui s'en occupe chez nous, vous prenez contact et on monte le dossier avec l'adresse. Voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura été utile et puis n'hésitez pas à être là dans le prochain rendez-vous. Je vous ai parlé du 22 mars à 16 h pour notre conférence Microsoft. Et puis, il y a plein d'autres sujets, donc on est à votre disposition. Je remercie encore nos 3 cabinets partenaires présents aujourd'hui et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, à bientôt, au revoir. Au Au revoir. revoir. Mhm.